Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Ousmane Sonko, figure de l'opposition sénégalaise, condamné à 6 mois de prison avec sursis dans son procès en appel pour diffamation et injure publique. Le leader du PASTEF appelle à manifester contre la menace d'inéligibilité qui pèse sur lui pour la présidentielle de 2024. Révision des listes électorales au Gabon en vue des élections présidentielles, législatives et locales prévues au second semestre 2023. L'opération de toilettage du fichier électoral a démarré ce 9 mai et doit s'étendre sur une période de 30 jours. Et les recommandations des Assises nationales de la refondation au Mali sont suivies de près par le comité indépendant de suivi et d'évaluation Sincère ANR. Le bilan annuel rapporte qu'un quart des actions jugées prioritaires ont été réalisées et 2 tiers sont en cours de réalisation. Mais tout d'abord, l'ex-gendarme rwandais Philippe Ategue Kimana, comparé depuis ce mercredi 10 mai devant la cour d'assises de Paris, naturalisé français en 2005 sous le patronyme de Philippe Magnier. Il est poursuivi pour génocide, crime contre l'humanité et participation à une entente en vue de préparer ces crimes. Il est accusé d'avoir tué des dizaines de Tutsis lors du génocide de 1994 qui a fait plus de 800 000 morts au Rwanda. Philippe Magnier encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu pour fin juin. Notons qu'il s'agit du 4e procès en France en lien avec le génocide au Rwanda de 1994. La condamnation à 6 mois de prison avec sursis prononcée le 8 mai dans son procès en appel pour diffamation et injure publique contre le ministre Mame Mbaye Niang ne change rien à ses ambitions. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko reste déterminé à se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. Si la peine de prison prononcée en appel est plus lourde que les 2 mois de prison avec sursis écopés en première instance, la Cour d'appel a confirmé le montant des dommages et intérêts fixé à 200 millions de francs CFA. Pour l'opposant sénégalais, il reste une dernière carte à jouer, celle du pourvoi en cassation. En cas de condamnation définitive, Ousmane Sonko risque une radiation des listes électorales, raison pour laquelle il a relayé ce mardi les appels à manifester contre la menace d'inéligibilité qui pèse sur lui pour la présidentielle de 2024. Écoutons-le. À tous les citoyens sénégalais, que je réitère mon appel à la résistance, celui que j'avais émis en 2021, lorsque ces complots ignobles ont commencé. Je le réitère d'autant plus que le contexte est beaucoup plus grave que celui de 2021. Parce qu'en 2021, il n'y avait qu'un complot, aujourd'hui il y en a 4 ou 5. En profiter pour vous rassurer qu'aujourd'hui plus que jamais, Ousmane Sonko est candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et comme je l'ai toujours dit, en dehors de la volonté divine, il n'existe pas de créature sur terre qui peut m'empêcher d'être candidat à cette élection. Je voudrais vous demander de répondre massivement à l'appel du F24 pour la manifestation qui doit se tenir le vendredi 12 mai à la place de l'Obélisque à partir de 15 h. Nous voudrons que cette manifestation soit unique dans les annales politiques du Sénégal. Le F24 est un bon cadre pour le porter, puisqu'il réunit en dehors des acteurs politiques, des mouvements citoyens, des acteurs de la société civile, des syndicats, des personnalités indépendantes, tous réunis autour de l'essentiel, c'est-à-dire comment sauver ce Sénégal, comment sauver sa démocratie, comment sauver les libertés, comment faire respecter la Constitution par rapport à une 3e candidature illégale. Et notons que la coalition d'opposition Yewwi Askanui, dont Ousmane Sonko fait partie, a appelé ce 9 mai à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité qui pèse sur le leader du PASTEF pour la prochaine élection présidentielle.
2023 est une année électorale au Gabon. Les élections présidentielles, législatives et locales doivent se tenir au cours du second semestre. Et c'est dans cette optique que la révision du fichier électoral a démarré ce 9 mai. L'opération doit s'étendre sur 30 jours. Les explications de Nathalie Moreau. Les Gabonais âgés de 18 ans et plus s'inscrivent sur les listes électorales. La révision du fichier électoral a débuté le 9 mai 2023 pour une durée de 30 jours au Gabon. Le gouvernement a ouvert 159 centres d'enrôlement sur le territoire national et 31 à l'étranger. Les autorités prévoient que 3000 nouveaux électeurs pourraient figurer sur les listes électorales en vue du triple scrutin présidentiel, législatif et local attendu en août 2023 au Gabon. En quoi consiste cette mise à jour? Elle consiste dans la prise en compte de nos compatriotes qui ont atteint la majorité électorale entre deux scrutins, 18 ans. Il est donc autorisé, à partir de la prochaine révision, à tout citoyen gabonais in situ sur le territoire national de pouvoir s'inscrire où il se trouve. Le gouvernement gabonais a mis en place une batterie de mesures pour faciliter l'enrôlement des électeurs dans le pays où la délivrance de la carte nationale d'identité, pièce majeure nécessaire pour l'inscription sur les listes électorales, accuse des retards pouvant remonter à 10 ans. L'exécutif permet la présentation d'un acte de naissance légalisé, d'un jugement supplétif, d'un passeport, d'un récépissé de demande de CNI, ou encore d'un certificat de nationalité pour les Gabonais d'adoption. 1500 agents ont été déployés dans des équipes mobiles munies de kits d'enrôlement électriquement autonomes pour faire face au délestage. La loi électorale également dispose que pour s'inscrire, il faut avoir 18 ans révolus, jouir de ses droits civiques et politiques et présenter soit l'acte de naissance légalisé, un jugement supplétif, un passeport biométrique ordinaire ou un récépissé de carte nationale d'identité. Le fichier électoral actuel du Gabon comporte près de 689 000 électeurs. L'actualisation des listes électorales en cours jusqu'au 7 juin 2023 va permettre de vider le fichier des personnes décédées ou ne jouissant plus de leurs droits civils. Il sera également question pour les Gabonais qui le souhaitent de changer leur lieu de vote. Rappelons qu'en février 2023, gouvernement et opposition du Gabon ont adopté l'harmonisation à 5 ans de la durée de tous les mandats électifs dans le pays. Au Mali, les autorités de transition sont très attendues sur le respect du chronogramme électoral qu'elles ont elles-mêmes changé à mi-parcours. Déjà 1 an que les travaux des Assises nationales de la refondation ANR ont été lancés. Alors, qu'en est-il des recommandations énoncées lors de ces assises? Le comité indépendant de suivi et d'évaluation Sincère ANR a justement présenté un rapport annuel. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. La refondation nationale se poursuit au Mali. Le rapport annuel du suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État, Sincère ANR, a été remis au président de la transition, Assimi Goïta, lors d'une cérémonie officielle le 8 mai. Un bilan qui s'étend sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Les Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021 ont servi de cadre privilégié pour passer en revue les questions existentielles de notre nation après 30 années de vie démocratique. Ces recommandations, faut-il les rappeler, étaient au nombre de 517 et devenues la référence pour l'intervention de l'État. Elles ont servi de base pour l'élaboration par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État. Les actions fondamentales recensées ont été réparties en 3 piliers. 13 thématiques et 5 axes stratégiques. Selon ce rapport annuel, sur les 55 actions prioritaires, 12, soit 21,82%, sont totalement réalisées et 34, soit 61,82%, sont en cours de réalisation. Pour les autorités maliennes de transition, la mise en œuvre de ces recommandations répond à un impératif de redevabilité envers le peuple malien. C'est pourquoi le gouvernement mettra tout en œuvre pour une meilleure appropriation des cadres stratégiques de la refondation de l'État par l'ensemble des services techniques et des agents de l'administration publique
afin que les différentes actions prévues puissent être réalisées selon le chronogramme défini. Toutes ces actions que nous réalisons doivent s'inscrire dans une vision fondée sur les trois principes intangibles que sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Rappelons qu'en juin 2022, soit 2 ans après sa prise de pouvoir, la junte malienne annonçait un nouveau chronogramme électoral prévoyant l'élection présidentielle en février 2024, l'aboutissement d'une série d'échéances électorales en vue d'un retour des civils aux affaires. Reste à savoir si le calendrier annoncé sera respecté. Le référendum constitutionnel, initialement prévu en mars 2023, connaît déjà 3 mois de retard. Il est annoncé pour le 18 juin prochain. Le climat délétère persiste dans la région des Grands Lacs malgré l'accord cadre de paix conclu par 13 pays signataires en 2013. Réunis du 2 au 6 mai dernier à Bujumbura au Burundi, ils se sont tous accordés sur la nécessité de revitaliser cet accord. C'était lors du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Le point dans ce sujet de la rédaction. 2013-2023, 10 ans déjà que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs a été signé à Addis Abeba. Une décennie au bilan mitigé, sans grandes avancées, sur fond de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. C'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire. J'ai cité la République du Rwanda qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser, d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante. Le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Inquiets de cette situation, les signataires ont appelé à des actions rapides pour permettre la désescalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Tous se sont accordés sur la nécessité de revitaliser l'accord cadre signé en 2013 par 13 pays, tel que préconisé en février dernier par l'Union africaine, institution garante de cet engagement, aux côtés de la Confédération internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté de développement d'Afrique australe et les Nations unies. Chacun doit en finir avec les discours de haine et œuvrer pour rétablir la confiance et s'abstenir de toute action susceptible de saper les progrès réalisés pour la paix en RDC. Les Nations unies, à travers notamment le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et la MONUSCO, continueront à soutenir les initiatives de paix régionales, y compris les mécanismes établis dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Une nouvelle feuille de route a été actée pour relancer cette initiative, malgré l'absence des présidents rwandais Paul Kagame et kényan William Ruto, qui dirigent la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. Le prochain bilan des progrès réalisés se fera à Kampala, en Ouganda, en 2024. La situation ne s'améliore pas au Soudan. Les combats entre l'armée régulière et les paramilitaires se poursuivent malgré l'accord de principe accepté par les deux parties, instaurant une trêve du 4 au 11 mai. Les négociations pour un cessez-le-feu patinent en Arabie Saoudite. Chaque camp est persuadé de pouvoir l'emporter militairement. À défaut de réelles avancées, les Nations Unies souhaitent obtenir des garanties pour acheminer l'aide humanitaire, un sujet de la rédaction. 4e semaine consécutive de combat au Soudan, malgré l'annonce d'un accord de principe pour la prolongation d'une trêve jusqu'au 11 mai. Depuis le 15 avril dernier, les quelques 5 millions d'habitants de la capitale Khartoum sont les otages du conflit opposant l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, du général Hemedti. Au moins 550 personnes ont été tuées et 5000 autres blessées. Les déplacés se comptent par milliers. C'est une tragédie pour le peuple soudanais
et une menace supplémentaire pour la sécurité au Sahel et en Afrique de l'Est. Plus de 100 000 personnes ont fui et 800 000 personnes pourraient quitter le pays dans les jours et les semaines à venir. Le pays est confronté à une catastrophe humanitaire. Des millions de Soudanais sont pris au piège des affrontements et font face à une insécurité alimentaire croissante. Les combats doivent cesser immédiatement avant que ce conflit ne se transforme en une guerre civile qui pourrait détruire le pays et bouleverser la région pour les années à venir. Le Soudan partage des frontières communes avec l'Égypte, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Libye, la Centrafrique, le Soudan du Sud et le Tchad. Depuis le 15 avril dernier, cette zone, dont la situation humanitaire était déjà précaire, a vu arriver une nouvelle vague de réfugiés soudanais. Selon les Nations Unies, il faudrait près de 445 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés de la crise politique soudanaise. Le HCR identifie des sites éloignés d'ici à au moins 50 km pour relocaliser les personnes de la frontière afin que le risque d'insécurité soit au moins résolu, mais aussi leur apporter une certaine assistance. Alors que l'armée régulière soudanaise plaide pour une solution africaine aux problèmes du continent, l'Union africaine, qui a suspendu le Soudan de ses instances suite au coup d'État militaire de 2021, voit sa marge de manœuvre réduite. Les discussions entre les deux camps, entamées le 6 mai en Arabie saoudite, sous médiation américaine et saoudienne, ne concernent aucun volet politique. Elles se limitent à dégager des corridors sécurisés pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire. Et dans le reste de l'actualité, l'ouest du Niger et plus précisément la région de Tillabéri est le théâtre de violences communautaires. Plus de 13 000 femmes et enfants ont fui les îles du fleuve Niger depuis le début du mois de mai, où des affrontements ont fait plusieurs morts d'après les médias locaux pour se réfugier à Ayourou, à 200 km de Niamey. Les faits décrits dans cette zone où la cohabitation est généralement pacifique n'ont pas été confirmés par les autorités. Il convient de rappeler que la région de Tillabéri abrite plusieurs ethnies et se situe dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.